Il existe un paradoxe au cœur même de l'univers, un mystère si profond, si vertigineux, qu'il a occupé les esprits les plus brillants de l'humanité pendant des siècles entiers. Imaginez-vous debout, ce soir, sous un ciel absolument parfait, un de ces ciels rares où l'atmosphère s'est apaisée et où chaque étoile brille avec une clarté presque irréelle. Vous levez les yeux, et là, dans cet immense silence lumineux, vous commencez à sentir quelque chose d'étrange, quelque chose que la physique ordinaire ne suffit pas à expliquer. Chaque étoile que vous voyez vous envoie de la lumière. Cette lumière a voyagé pendant des années, parfois des milliers d'années, pour toucher précisément vos rétines, en ce moment précis. Et pourtant, cette même lumière, ces photons si légers, si insaisissables, ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont échappé à la gravité, ils ont quitté des étoiles colossales, des monstres de feu et de fusion nucléaire, et ils se sont enfuis dans l'espace sans être rattrapés. Mais comment est-ce possible? La gravité attire tout ce qui existe, les planètes, les comètes, les galaxies entières, les nuages de gaz interstellaires qui s'étendent sur des années-lumière. La gravité est la force la plus universelle que nous connaissions. Alors pourquoi la lumière, elle, semble-t-elle parfois lui résister? Et pourtant, paradoxalement, dans certaines régions de l'univers, même la lumière ne peut pas s'échapper. Quelque chose, quelque part, a trouvé le moyen de piéger ce qui semblait insaisissable. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce mystère magnifique, dans cette question qui repose au carrefour de la physique newtonienne, de la relativité générale d'Einstein et des frontières les plus profondes de la mécanique quantique. Mais avant de commencer ce voyage, j'aimerais vous poser une question très simple. D'où regardez-vous ce soir? De quelle ville? De quel pays? De quel coin du monde regardez-vous et écoutez-vous ces mots? Dites-le moi dans les commentaires. Cela me touche toujours profondément de savoir que des esprits curieux, partout sur cette terre, se retrouvent ensemble autour de ces questions fondamentales. Et si ce type de contenu vous apporte quelque chose, si cette façon d'explorer la science vous plaît, un petit pouce levé est la façon la plus douce de me le faire savoir. Abonnez-vous aussi, parce que chaque semaine nous partons ensemble dans de nouveaux voyages comme celui-ci, des voyages qui mêlent la rigueur scientifique à la beauté du cosmos. Avant de continuer, installez-vous confortablement. Ajustez votre oreiller, posez votre téléphone à côté de vous, activez le mode main libre si vous le pouvez. Laissez vos yeux se fermer si l'envie vient. Cette voix vous accompagnera, que vous soyez éveillé ou que vous glissiez doucement vers le sommeil. La gravité. Ce mot évoque immédiatement une image simple, presque enfantine. Une pomme qui tombe d'un arbre. Isaac Newton assis dans son jardin de Woolsthorpe en Angleterre, quelque part en 1666, une année que l'histoire a retenue comme Annu Mirabilis, une année de miracle. La légende raconte que c'est la chute d'une pomme qui aurait illuminé son esprit d'une intuition fulgurante. La réalité historique est un peu plus nuancée, mais le symbole demeure puissant. Newton a eu cette vision extraordinaire que la force qui fait tomber une pomme vers la Terre est exactement la même force qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre et la Terre en orbite autour du Soleil. Cette unification était révolutionnaire. Avant Newton, on pensait que le ciel et la Terre obéissaient à des lois différentes, que le monde céleste était gouverné par des principes mystiques séparés de ceux qui régissaient notre monde quotidien. Newton a tout changé en une seule équation d'une élégance absolue. Cette équation, vous la connaissez peut-être sous une forme ou une autre. La force gravitationnelle entre deux corps est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. En langage mathématique, cela s'écrit de façon très simple, mais sa signification est immense. Plus les objets sont massifs, plus ils s'attirent. Plus ils sont éloignés, moins cette attraction est forte, et elle diminue selon le carré de la distance, ce qui signifie que si vous doublez la distance entre deux objets, la force gravitationnelle entre eux ne diminue pas de moitié, elle diminue de 4 fois. Cette relation mathématique précise explique pourquoi Mercure, si proche du Soleil, orbite à toute vitesse en seulement 88 jours terrestres, tandis que Neptune, aux confins de notre système solaire, met 165 ans pour accomplir une seule révolution. Newton a aussi formulé quelque chose de fascinant en décrivant la nature universelle de cette force. Il ne s'est pas contenté de dire que la gravité existe entre la Terre et la Lune, ou entre le Soleil et ses planètes. Il a affirmé avec une audace remarquable que chaque particule de matière dans l'univers attire chaque autre particule de matière. Chaque grain de sable sur chaque plage de la Terre attire gravitationnellement chaque étoile dans chaque galaxie lointaine.
La force est infinitésimale, bien sûr, à ces distances astronomiques, mais elle existe, elle est réelle. L'univers entier est tissé dans cette toile invisible d'attraction mutuelle, ce réseau de fils gravitationnels qui relie tout à tout. Mais voici où cela devient extraordinairement intéressant. Si tout attire tout, si la gravité est universelle, si rien ne lui échappe, alors pourquoi la lumière semble-t-elle libre? Pourquoi les photons qui quittent le Soleil, ces particules sans masse au repos, s'enfuient-ils dans l'espace à 300 000 km par seconde sans être rattrapés par la gravité solaire? La réponse à cette question nous conduit directement vers la limite de la physique newtonienne, vers le moment où Newton lui-même n'avait plus les outils pour répondre, et vers l'homme qui, 250 ans plus tard, allait tout réinventer. Pour comprendre pourquoi la lumière se comporte différemment de la matière ordinaire face à la gravité, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un photon. Le photon est la particule élémentaire de la lumière et de toutes les formes de rayonnement électromagnétique. Visible, infrarouge, ultraviolet, rayons X, rayons gamma, ondes radio, tout cela est constitué de photons. Le photon possède une propriété absolument unique dans la physique des particules connues. Si sa masse au repos est exactement zéro. Pas approximativement zéro, pas presque zéro, mais rigoureusement, précisément, parfaitement nulle. Cela a des conséquences extraordinaires. Dans la mécanique newtonienne classique, la force gravitationnelle dépend des masses. Si la masse d'un objet est nulle, alors en théorie newtonienne pure, la force gravitationnelle sur cet objet devrait également être nulle. La lumière devrait donc être complètement immunisée contre la gravité. Elle devrait voyager en ligne parfaitement droite, ignorant complètement tous les objets massifs qu'elle croise sur son chemin. Mais ce n'est pas ce que l'on observe. Et c'est là que la physique devient profondément troublante et magnifique. En 1919, lors d'une éclipse solaire totale, l'astronome britannique Arthur Eddington a mesuré quelque chose d'incroyable. Il a observé des étoiles dont la lumière passait très près du Soleil pendant l'éclipse, et il a constaté que leurs positions apparentes dans le ciel étaient légèrement décalées par rapport à leur position normale. La lumière de ces étoiles lointaines avait été courbée par la gravité du Soleil. La lumière avait suivi une trajectoire incurvée autour d'un objet massif. Cela n'était pas prévu par la mécanique de Newton, mais cela était prévu, avec une précision remarquable, par la théorie de la relativité générale qu'Albert Einstein avait publiée en 1915, 4 ans seulement avant cette observation historique. La relativité générale d'Einstein représente l'une des révolutions intellectuelles les plus profondes de l'histoire humaine. Einstein n'a pas simplement amélioré Newton. Il n'a pas ajouté quelques termes correctifs à l'ancienne équation. Il a proposé une vision fondamentalement différente de ce qu'est la gravité, de ce que sont l'espace et le temps, et de la façon dont la matière interagit avec le tissu même de l'univers. Cette vision est à la fois plus complexe et plus belle que tout ce qui l'avait précédé. Voici l'intuition centrale d'Einstein, formulée de la façon la plus simple possible. La gravité n'est pas une force. Ce n'est pas une poussée ou une traction invisible entre deux objets. La gravité, c'est la courbure de l'espace-temps. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ce ne sont pas un cadre fixe et neutre dans lequel les événements se déroulent. L'espace et le temps forment ensemble une entité unique, quadridimensionnelle, appelée espace-temps, et cette entité est dynamique. Elle se courbe, elle se déforme, elle se plie en présence de masse et d'énergie, et les objets ne font que suivre les chemins les plus droits possibles, ce que les physiciens appellent des géodésiques, dans cet espace-temps courbé. Ce que nous percevons comme une force gravitationnelle n'est rien d'autre que la courbure de l'espace-temps, nous guidant le long de ces géodésiques. L'analogie la plus couramment utilisée pour illustrer cette idée est celle d'un drap tendu. Imaginez un grand tissu élastique tendu horizontalement dans l'espace. Maintenant, placez une lourde boule de métal au centre de ce tissu. La boule va créer une dépression, une déformation dans le tissu. Si vous lancez maintenant une petite bille de verre sur ce tissu légèrement incliné, elle ne suivra pas une ligne droite. Elle suivra une courbe autour de la déformation créée par la grosse boule. Si vous lui donnez exactement la bonne vitesse, elle pourrait même orbiter autour de la boule indéfiniment. C'est exactement ce que font les planètes autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tire les planètes avec une force mystérieuse à distance. C'est la courbure de l'espace-temps créée par la masse du Soleil qui guide les planètes le long de leurs orbites elliptiques. Cette analogie est utile, mais elle est incomplète, et il est important de le reconnaître honnêtement. Le drap tendu ne représente que 2 dimensions spatiales, pas les 4 dimensions de l'espace-temps. Et de façon quelque peu circulaire,
L'analogie fait appel à la gravité terrestre pour maintenir la boule dans sa dépression. Malgré ses limitations, l'image capture quelque chose d'essentiel. La présence de masse déforme la géométrie de l'espace-temps, et cette déformation dicte comment tout, y compris la lumière, se déplace à travers cet espace-temps. Et maintenant, nous revenons à notre question initiale, armée d'un outil conceptuel bien plus puissant. Pourquoi la lumière est-elle affectée par la gravité si elle n'a pas de masse? La réponse einsteinienne est élégante et bouleversante. La lumière voyage toujours le long des géodésiques de l'espace-temps. Elle emprunte toujours le chemin le plus droit possible. Mais si l'espace-temps lui-même est courbé par la présence de masse, alors le chemin le plus droit dans cet espace-temps courbé sera lui-même courbé du point de vue d'un observateur extérieur. La lumière ne défie pas la gravité et ne succombe pas non plus à elle dans le sens newtonien. La lumière obéit simplement à la géométrie de l'espace-temps, comme tout le reste. Elle suit la courbure de l'univers lui-même. Cette compréhension nous ouvre une fenêtre sur des phénomènes cosmiques d'une beauté absolument extraordinaire. Pensons au lentillé gravitationnel, l'un des phénomènes les plus spectaculaires et les plus utiles de l'astronomie moderne. Lorsqu'un objet très massif, une galaxie ou un amas de galaxies, se trouve entre nous et une source lumineuse plus lointaine, la masse de cet objet intermédiaire déforme l'espace-temps de façon si prononcée que la lumière de la source lointaine est déviée, concentrée, parfois même démultipliée en plusieurs images identiques disposées symétriquement autour de l'objet massif. Dans certains cas, lorsque l'alignement est parfait, on obtient ce qu'on appelle un anneau d'Einstein, un cercle lumineux parfait dans le ciel, image distordue d'une galaxie lointaine magnifiée par la masse d'une galaxie intermédiaire. Einstein lui-même avait calculé la possibilité de ces anneaux en 1936, mais il pensait qu'ils ne pourraient jamais être observés, les alignements requis lui semblant trop improbables. L'histoire lui a donné tort de façon magnifique. Aujourd'hui, les astronomes utilisent des lentilles gravitationnelles comme des télescopes cosmiques naturels pour observer des galaxies si lointaines qu'elles seraient autrement invisibles, même avec nos instruments les plus puissants. Le télescope spatial Hubble et plus récemment le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, ont utilisé cette technique pour regarder aux confins de l'univers observable, dans un passé reculé de plusieurs milliards d'années. Le télescope James Webb mérite que nous nous y attardions un moment, car il représente l'aboutissement de décennies de rêves et d'ingénierie humaine. Avec son miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux en beryllium recouvert d'or, il est beaucoup plus grand que Hubble et son miroir de 2,4 mètres. Mais la différence la plus fondamentale est que Webb observe principalement dans l'infrarouge, pas dans la lumière visible. Pourquoi l'infrarouge? Parce que l'univers se dilate. Depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'étend, ce qui signifie que la lumière émise par les galaxies les plus lointaines a été étirée, décalée vers le rouge, et ce qui était à l'origine de la lumière ultraviolette ou visible est arrivé à nos instruments sous forme d'infrarouge après un voyage de 13 milliards d'années. Webb peut détecter cette lumière rougie et ainsi voir des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces premières images, publiées en juillet 2022, ont stupéfié même les scientifiques les plus expérimentés. Une image en particulier, montrant le champ profond du groupe d'amas CEMAC 0723 à plusieurs milliards d'années-lumière, révélait des milliers de galaxies dans une zone du ciel qui aurait pu tenir derrière un grain de sable tenu à bout de bras. Et dans cette forêt de galaxies, on pouvait voir clairement les arcs lumineux des lentilles gravitationnelles, ces peintures cosmiques tracées par la courbure de l'espace-temps. Mais revenons à notre question centrale, et allons encore plus loin dans le paradoxe. Nous avons établi que la lumière est courbée par la gravité, parce qu'elle suit les géodésiques d'un espace-temps courbé. Nous avons vu que ce phénomène a été mesuré avec précision et qu'il est exploité par les astronomes comme outil d'observation. Mais que se passe-t-il lorsque la courbure de l'espace-temps devient si extrême, si intense, que même la lumière ne peut plus s'en échapper? C'est là que nous entrons dans le domaine des objets les plus mystérieux et les plus fascinants de l'univers connu. C'est là que nous entrons dans le domaine des trous noirs. Le concept de trou noir a une histoire plus ancienne que ce que la plupart des gens imaginent. Dès 1783, le géologue et astronome anglais John Michell a raisonné de façon tout à fait remarquable en utilisant la physique newtonienne. Si la vitesse d'échappement d'un objet, c'est-à-dire la vitesse minimale nécessaire pour s'échapper de sa gravité, peut être aussi grande que la vitesse de la lumière,
alors même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Michel a appelé ces hypothétiques objets des étoiles sombres. Pierre-Simon de Laplace, l'illustre mathématicien et astronome français, est arrivé à la même conclusion indépendamment en 1796. Ces idées étaient révolutionnaires, mais elles manquaient du cadre théorique pour être pleinement comprises. Ce cadre est venu avec Einstein. Quelques semaines seulement après la publication de la relativité générale en novembre 1915, le physicien et astronome allemand Karl Schwarzschild, alors qu'il servait comme soldat sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale, a trouvé la première solution exacte aux équations d'Einstein. Cette solution décrit la géométrie de l'espace-temps autour d'un objet sphérique non rotatif de masse donnée. Et cette solution révèle quelque chose d'extraordinaire. Il existe une distance critique de cet objet, un rayon désormais appelé rayon de Schwarzschild, à l'intérieur duquel la courbure de l'espace-temps devient si prononcée que même la lumière ne peut plus s'en échapper. En deçà de cette limite, l'espace-temps est si courbé que toutes les géodésiques, tous les chemins possibles, toutes les trajectoires, y compris celles des photons, pointent inévitablement vers l'intérieur. Rien ne peut s'échapper. Cette limite, cette frontière invisible dans l'espace, est ce que nous appelons l'horizon des événements. Et c'est l'une des créations conceptuelles les plus vertigineuses de toute la physique théorique. L'horizon des événements n'est pas une surface physique. Il n'y a rien là-bas, aucun mur, aucune barrière tangible. C'est simplement une frontière causale, une limite au-delà de laquelle aucun événement ne peut jamais affecter l'univers extérieur. Si vous étiez dans un vaisseau spatial et que vous traversiez un horizon des événements d'un trou noir suffisamment grand, vous ne ressentiriez rien de particulier au moment du passage. Vous ne verriez aucune lumière clignoter, aucune alarme ne sonnerait. Et pourtant, ce serait le moment le plus décisif de votre existence. À partir de cet instant, votre destin serait inévitablement fixé. Vous tomberiez vers la singularité centrale, quoi que vous fassiez, quelle que soit la puissance de vos moteurs. Schwarzschild lui-même était sceptique quant à la réalité physique de ces objets. Il pensait qu'il s'agissait d'une curiosité mathématique, d'un artefact de ces équations, plutôt que d'une prédiction de quelque chose qui pourrait réellement exister dans la nature. Cet scepticisme était partagé par Einstein lui-même, qui a publié en 1939 un article affirmant que les trous noirs ne pouvaient pas se former dans la nature. L'histoire de la physique est fascinante aussi par ses erreurs célèbres. Einstein avait tort, non pas sur la théorie, mais sur ses implications. La nature est souvent plus extrême que même les plus audacieux de ces explorateurs théoriques ne l'imaginent. Alors, comment un trou noir se forme-t-il ? Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre quelque chose d'essentiel sur les étoiles, sur ces boules de feu qui ponctuent l'espace de leurs lumières stables et rassurantes. Une étoile est fondamentalement un équilibre précaire entre deux forces opposées de proportions titanesques. D'un côté, la gravité, l'immense poids de milliards de tonnes de gaz comprimés qui tirent tout vers le centre. De l'autre côté, la pression de rayonnement et thermique générée par les réactions de fusion nucléaire en son cœur qui pousse tout vers l'extérieur. Une étoile est une explosion contrôlée, un équilibre dynamique maintenu pendant des millions ou des milliards d'années. Dans le cœur d'une étoile comme notre Soleil, la température atteint environ 15 millions de degrés Celsius. À cette température inimaginable, les noyaux d'hydrogène se déplacent à des vitesses tellement élevées que lorsqu'ils se rencontrent, ils peuvent surmonter leur répulsion électromagnétique mutuelle et fusionner. 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium. Et dans ce processus, une toute petite fraction de leur masse, environ 0,7%, est convertie en énergie pure selon la formule la plus célèbre de la physique. E est égal à mc au carré, où c est la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Ce coefficient au carré est astronomique, ce qui explique pourquoi même une petite quantité de masse convertie libère des quantités d'énergie colossales. Le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Et dans ce processus, environ 4 millions de tonnes de matière pure sont converties en énergie. Cette énergie alimente la lumière et la chaleur que nous ressentons sur Terre, qui maintient les océans liquides, qui permet la photosynthèse, qui a rendu possible l'émergence de la vie et, finalement, l'émergence de notre conscience. Toute cette civilisation humaine, toute cette beauté et toute cette complexité, alimentée par la désintégration de 4 millions de tonnes de masse par seconde,
depuis environ 4,5 milliards d'années. Mais ce combustible nucléaire est fini. L'hydrogène au cœur d'une étoile ne dure pas éternellement. Pour notre Soleil, ce combustible devrait durer encore environ 5 milliards d'années, ce qui est rassurant à l'échelle humaine mais inexorable à l'échelle cosmique. Lorsqu'une étoile épuise son hydrogène central, l'équilibre délicat se rompt, la pression de radiation diminue et la gravité commence à gagner. Le cœur se contracte, ce qui augmente la température et la pression jusqu'à ce que la fusion de l'hélium devienne possible. L'étoile gonfle alors en une géante rouge, son enveloppe extérieure s'étendant à des distances qui peuvent engloutir les planètes intérieures. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge dont l'enveloppe pourrait s'étendre au-delà de l'orbite actuelle de la Terre. Ce qui se passe ensuite dépend crucialement de la masse de l'étoile. Pour une étoile de masse similaire à celle du Soleil, environ 1 à 8 masses solaires, la fin est relativement douce. Le cœur, incapable de fusionner des éléments plus lourds que le carbone et l'oxygène, se contracte jusqu'à ce que la pression des électrons dégénérés, une propriété quantique des électrons qui refusent d'être trop proches les uns des autres, stoppe l'effondrement. Le résultat est une naine blanche, un objet de la taille approximative de la Terre mais contenant l'équivalent d'une masse solaire, si dense qu'une cuillerée à café de sa matière pèserait environ 1 tonne. L'enveloppe extérieure de l'étoile est éjectée dans l'espace sous forme d'une magnifique nébuleuse planétaire, un voile lumineux de gaz coloré qui s'étend dans le cosmos pendant des dizaines de milliers d'années avant de se dissiper. Mais pour les étoiles de masse beaucoup plus grande, au moins 8 masses solaires et au-delà, la fin est infiniment plus spectaculaire et plus violente. Ces étoiles massives peuvent fusionner des éléments de plus en plus lourds dans leur cœur. Après l'hydrogène vient l'hélium, puis le carbone, puis le néon, puis l'oxygène, puis le soufre, et finalement le silicium qui fusionne en fer. Et c'est là que tout s'arrête. Le fer est le tombeau nucléaire de l'univers. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle en consomme. Lorsqu'un cœur de fer se forme au centre d'une étoile massive, la source d'énergie est épuisée de façon irrémédiable. Ce qui se passe alors est l'un des événements les plus violents de l'univers connu. En moins d'1 seconde, le cœur de fer s'effondre sur lui-même. La vitesse d'effondrement peut atteindre 1/4 de la vitesse de la lumière. Les électrons et les protons sont forcés à se combiner pour former des neutrons et des neutrinos. En un instant, un noyau de fer de la taille de la Terre devient une boule de neutrons d'environ 20 km de diamètre. La matière est comprimée si violemment que la densité dépasse celle d'un noyau atomique. Et puis, paradoxalement, la pression des neutrons dégénérés stoppe brusquement l'effondrement, et l'onde de choc rebondit vers l'extérieur à des vitesses prodigieuses. Le résultat est une supernova, l'une des explosions les plus lumineuses de l'univers. Pendant quelques semaines, une seule étoile mourante peut briller plus que toute la galaxie qui l'abrite, libérant en cet instant plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. La supernova SN 1987A, observée dans le grand nuage de Magellan à environ 168 000 années-lumière de nous, a été visible à l'œil nu pendant plusieurs mois en 1987, offrant aux astronomes la première occasion d'observer une supernova proche, avec des instruments modernes. Ce qui reste après une supernova dépend, encore une fois, de la masse du cœur résiduel. Si ce cœur fait entre environ 1,4 et 3 masses solaires, c'est ce qu'on appelle la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Il devient une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est l'un des objets les plus extrêmes de l'univers. En 20 km de diamètre, elle concentre une masse supérieure à celle de notre Soleil. Sa surface est un cristal de neutrons d'une densité hallucinante. Sa gravité de surface est environ 200 milliards de fois plus intense que celle de la Terre. Si vous lâchiez un objet depuis 1 mètre de hauteur au-dessus de sa surface, et il heurterait le sol en moins d'1 millionième de seconde, atteignant environ la moitié de la vitesse de la lumière au moment de l'impact. Mais si le cœur résiduel dépasse cette limite de 3 masses solaires environ, rien ne peut stopper l'effondrement. La pression des neutrons est vaincue, l'effondrement continue, la matière est comprimée au-delà de toute limite connue, au-delà de la densité des étoiles à neutrons, au-delà de tout ce que la physique actuelle peut décrire avec certitude. Ce que les équations suggèrent, c'est que la matière s'effondre jusqu'à un point de densité infinie et de volume nul, ce que les physiciens appellent une singularité. Et autour de cette singularité, à une distance correspondant au rayon de Schwarzschild pour la masse concernée, l'horizon des événements se forme. Un trou noir est né. La notion de singularité est particulièrement troublante pour les physiciens.
Une densité infinie, un volume nul, ce sont des valeurs que les équations produisent, mais que personne ne comprend vraiment. La plupart des physiciens pensent que la singularité n'est pas réelle, qu'elle représente la limite de validité de la relativité générale d'Einstein, et qu'une théorie plus complète, une théorie qui réconcilierait la relativité générale avec la mécanique quantique, remplacerait la singularité par quelque chose de physiquement plus sensé. Peut-être que la matière à l'intérieur d'un trou noir rebondit à une densité extrême mais finie. Peut-être que l'espace-temps acquiert une structure granulaire à des échelles infinitésimales. Nous ne savons pas encore, et cette ignorance honnête est l'une des choses les plus magnifiques de la science. Elle trace la frontière entre ce que nous comprenons et ce qui nous attend encore à comprendre. L'observation des trous noirs a nécessité des décennies d'efforts et d'ingéniosité, car par définition, ces objets n'émettent aucune lumière. Nous ne pouvons pas les voir directement. Nous pouvons seulement observer leurs effets sur leur environnement. La première confirmation observationnelle de l'existence de trous noirs est venue des étoiles binaires à rayons X, des systèmes où une étoile ordinaire et un objet compact orbitent l'un autour de l'autre, et où l'objet compact aspire la matière de son compagnon. Cette matière forme un disque d'accrétion en spirale autour de l'objet compact, s'échauffe à des températures de millions de degrés en tombant et émet d'intenses rayons X avant de franchir l'horizon des événements. Cygnus X1, découvert en 1964, est considéré comme le premier candidat trou noir identifié avec une forte probabilité. Il contient un objet d'environ 21 masses solaires qui n'est pas une étoile à neutrons, un trou noir. Mais la confirmation la plus spectaculaire et la plus émouvante de l'existence des trous noirs est venue en deux étapes historiques, séparées de quelques années, qui ont littéralement changé notre façon de percevoir l'univers. La première a eu lieu le 14 septembre 2015. Ce jour-là, deux immenses détecteurs d'ondes gravitationnelles, les détecteurs LIGO situés à Hanford dans l'État de Washington et à Livingston en Louisiane aux États-Unis, ont enregistré quelque chose d'extraordinaire. Un signal d'une durée de seulement 0,02 de seconde, une légère distorsion de l'espace-temps d'une amplitude fantastiquement petite, qui a parcouru l'univers depuis une distance d'environ 1,3 milliard d'années-lumière. Ce signal était la signature sonore, si l'on peut dire, de la fusion de deux trous noirs, l'un de 29 masses solaires, l'autre de 36 masses solaires, qui avaient spiralé l'un vers l'autre pendant des milliards d'années, avant de se fondre en un seul trou noir de 62 masses solaires en un instant. 3 masses solaires, l'équivalent de 6 fois la masse de la Terre, avaient été converties en énergie pure d'ondes gravitationnelles en une fraction de seconde. Ce signal, baptisé GW150914, représente la première détection directe d'ondes gravitationnelles, confirmant ainsi l'une des prédictions les plus extraordinaires de la relativité générale d'Einstein, formulée un siècle plus tôt. Barry Barish, Kip Thorne et Rainer Weiss ont reçu le prix Nobel de physique 2017 pour cette découverte. Mais au-delà des prix et des reconnaissances institutionnelles, ce moment représente quelque chose de plus profond. Pour la première fois dans l'histoire, des êtres humains avaient entendu, dans un sens métaphorique mais aussi presque littéral, puisque le signal converti en son ressemble à un chirp, un piaulement bref, deux trous noirs fusionnés à 1 milliard d'années-lumière de nous. La seconde étape historique est venue en avril 2019. Ce mois-là, la collaboration Event Horizon Telescope, un réseau mondial de radiotélescopes fonctionnant ensemble comme un seul télescope de la taille de la Terre, a publié la première image d'un trou noir. L'objet photographié était le trou noir supermassif au cœur de la galaxie Messier 87, aussi connu sous le nom de M87, à 55 millions d'années-lumière de nous. Ce trou noir a une masse de 6,5 milliards de masses solaires, 6,5 milliards de fois la masse de notre Soleil, concentré en un espace dont le rayon de Schwarzschild est d'environ 20 milliards de kilomètres. Pour avoir une idée de l'échelle, l'orbite de Neptune autour du Soleil a un rayon de seulement 4,5 milliards de kilomètres. L'horizon des événements de M87 est donc 4 fois plus large que l'orbite de Neptune. L'image obtenue montre un anneau lumineux de plasma chauffé à des températures extrêmes, entourant une région sombre au centre, l'ombre du trou noir, la région d'où aucune lumière ne peut s'échapper. Cette image, techniquement extraordinaire, est aussi d'une beauté étrange et troublante. Elle ressemble à un œil cosmique, à un vortex de feu entourant un abîme de ténèbres absolues. Et en 2022,
La même collaboration a produit la première image du trou noir supermassif au cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée, un objet appelé Sagittarius A étoile, de masse environ 4 millions de fois celle du Soleil, situé à environ 26 000 années-lumière du Soleil. Voir pour la première fois le monstre qui habite au cœur de notre propre galaxie était une expérience émotionnellement saisissante pour l'ensemble de la communauté astronomique. Mais revenons à cette tension que nous avons identifiée au début de notre voyage. La lumière semble échapper à la gravité dans la plupart des circonstances cosmiques. Elle quitte les étoiles, traverse l'espace interstellaire et intergalactique, voyage pendant des milliards d'années. Et pourtant, autour des trous noirs, même la lumière est piégée. Comment concilier ces deux réalités? La clé réside dans la notion de vitesse d'échappement. Pour s'échapper de la gravité d'un objet, que vous soyez une fusée ou un photon, vous devez atteindre une certaine vitesse minimale. Cette vitesse d'échappement dépend de la masse de l'objet et de la distance à laquelle vous vous trouvez. Pour quitter la surface de la Terre, il faut atteindre environ 11 km par seconde. Pour quitter la surface du Soleil, il faut environ 617 km par seconde. Ces vitesses qui, elles, sont grandes, mais bien inférieures à la vitesse de la lumière. La lumière, voyageant toujours à 300 000 km par seconde, peut donc facilement s'échapper de la surface de la Terre, du Soleil, oui, ou de la quasi-totalité des corps célestes de l'univers. Mais un trou noir est différent. Sa masse est concentrée dans un espace si petit que la vitesse d'échappement à l'horizon des événements est exactement égale à la vitesse de la lumière. Et à l'intérieur de l'horizon, la vitesse d'échappement dépasse la vitesse de la lumière, ce qui, selon la relativité restreinte, est une vitesse que rien ne peut jamais atteindre. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Donc rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de l'intérieur de l'horizon des événements. Ici, cependant, il faut noter une subtilité profonde. Ce n'est pas que la lumière soit attirée puis stoppée à l'horizon des événements. C'est plutôt que l'espace-temps lui-même est tellement courbé que toutes les directions possibles, et hélas tous les chemins dans l'espace-temps, pointent vers l'intérieur du trou noir. L'espace-temps est si tordu qu'il n'existe tout simplement aucune direction qui pointe vers l'extérieur. La lumière continue de voyager en ligne droite dans son espace-temps local. Mais cet espace-temps local est lui-même inexorablement orienté vers la singularité centrale. C'est une perspective qui peut donner le vertige si on la contemple suffisamment longtemps, et je vous encourage à la contempler doucement, avec la sérénité que permet le confort de ce moment où vous vous préparez au repos. La relativité générale apporte encore d'autres perspectives troublantes sur la nature du temps lui-même, à proximité des trous noirs. Einstein nous a appris que le temps n'est pas absolu. Le temps passe différemment selon l'intensité du champ gravitationnel dans lequel on se trouve et selon la vitesse à laquelle on se déplace. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle gravitationnelle. Plus vous êtes proche d'un objet massif, plus le temps passe lentement pour vous, comparativement à quelqu'un plus éloigné. Ce phénomène n'est pas une abstraction théorique. Il est mesuré avec précision et pris en compte dans le système GPS. Les satellites GPS orbitent à environ 20 000 km d'altitude, où la gravité est moins intense qu'à la surface de la Terre. Leurs horloges avancent donc légèrement plus vite que celles au sol, d'environ 45 microsecondes par jour. Sans correction pour cet effet, les systèmes GPS accumuleraient des erreurs de position d'environ 10 km par jour. À proximité d'un trou noir, cet effet devient extrême. Imaginez deux observateurs, l'un planant en sécurité loin du trou noir, l'autre tombant lentement vers l'horizon des événements. Pour l'observateur distant, le tombeur semble ralentir au fur et à mesure qu'il approche de l'horizon. Sa montre semble tourner de plus en plus lentement. Ses mouvements semblent de plus en plus figés. À l'horizon lui-même, du point de vue de l'observateur distant, le tombeur semble s'immobiliser complètement, gelé dans le temps pour l'éternité. Sa lumière est décalée vers le rouge, s'affaiblissant de plus en plus, jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Mais pour le tombeur lui-même, rien d'exceptionnel ne se passe au moment de franchir l'horizon. Le temps continue de s'écouler normalement à son rythme habituel. Il franchit l'horizon sans le ressentir, puis continue à tomber vers la singularité, trouvant son destin inévitable quelques instants ou quelques heures plus tard, selon la taille du trou noir. Ce décalage de perspective entre les deux observateurs est l'un des aspects les plus déstabilisants et les plus philosophiquement riches de la relativité générale. Il n'y a pas de contradiction logique, mais il y a une profonde relativité de l'expérience. La réalité n'est pas la même pour les deux observateurs,
Et pourtant, les deux expériences sont également réelles et également valides. La physique ne dit pas que l'une est vraie et l'autre fausse. Elle dit que toutes les deux sont vraies dans leur propre cadre de référence. Cette idée de relativité des perspectives, appliquée non seulement au temps mais à toute la structure de l'espace-temps, est vertigineuse et belle. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant, quelque chose que le grand Stephen Hawking a découvert en 1974 en combinant pour la première fois la relativité générale avec les principes de la mécanique quantique. Si la relativité générale dit que rien ne peut s'échapper d'un trou noir, la mécanique quantique, elle, introduit une subtilité fondamentale. Le vide quantique n'est pas vide. Même le vide le plus parfait, la région d'espace la plus complètement dépourvue de matière et de rayonnement, fermente d'une activité quantique incessante. Des paires de particules virtuelles, une particule et son antiparticule, apparaissent spontanément du vide, existent pendant un temps infinitésimalement bref, puis se réannihilent. Ce processus, prédit par le principe d'incertitude de Heisenberg, se produit partout dans l'univers, à tout moment. Près d'un horizon des événements, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Si une paire de particules virtuelles apparaît juste à l'extérieur de l'horizon, il est possible que l'une des deux franchisse l'horizon et tombe à l'intérieur du trou noir, tandis que l'autre s'échappe vers l'espace. Dans ce cas, la particule qui s'échappe devient réelle, emportant avec elle de l'énergie. Et cette énergie doit venir de quelque part. Elle vient de la masse du trou noir lui-même. Le résultat net est que le trou noir émet lentement un rayonnement, aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking, et perd de la masse au fil du temps. Très très lentement. Un trou noir de masse solaire émet un rayonnement de Hawking à une température d'environ 60 nanokelvin, 100 millions de fois plus froid que le fond diffus cosmologique. Il lui faudrait un temps stupéfiant, de l'ordre de 2 fois 10 puissance 67 ans, pour s'évaporer complètement. L'univers actuel n'a que 13,8 milliards d'années, soit 10 puissance 10 environ. Les trous noirs stellaires ne perdront pas une part significative de leur masse avant un avenir absolument incompréhensible pour l'imagination humaine. Mais la découverte de Hawking a créé un problème philosophique et physique considérable, connu sous le nom de paradoxe de l'information des trous noirs. En mécanique quantique, l'information ne peut pas être détruite. Si vous brûlez un livre, les informations contenues dans ce livre ne disparaissent pas. Elles sont encodées dans les détails de la fumée, des cendres, des photons émis pendant la combustion. En principe, même si vous connaissiez l'état exact de toutes ces particules, vous pourriez reconstituer le livre. C'est la conservation de l'information quantique. Mais si un objet tombe dans un trou noir et que le trou noir finit par s'évaporer, que devient l'information qui était encodée dans cet objet? Le rayonnement de Hawking, tel que Hawking l'avait calculé, est parfaitement thermique, parfaitement aléatoire. Il ne contient aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir. Si c'est le cas, cette information est définitivement perdue, violant un principe fondamental de la mécanique quantique. Ce paradoxe a occupé certains des plus grands physiciens théoriciens des 50 dernières années. Stephen Hawking lui-même a changé d'avis plusieurs fois sur la question. En 2004, lors d'une conférence à Dublin, et il a concédé qu'il avait probablement tort et que l'information n'est pas détruite dans les trous noirs, payant une dette qu'il avait contractée avec le physicien John Preskill des années auparavant sous forme d'une encyclopédie de baseball. En 2016, avec ses collaborateurs Malcolm Perry et Andrew Strominger, Hawking a proposé un mécanisme par lequel l'information pourrait être encodée dans des perturbations de l'horizon des événements, appelées cheveux mous, et éventuellement transportée par le rayonnement de Hawking. La question reste ouverte, et cette ouverture est magnifique. Elle pointe vers quelque chose que nous ne comprenons pas encore, vers une théorie plus profonde qui devra réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique de façon cohérente. Cette réconciliation est le grand défi de la physique théorique contemporaine. La relativité générale décrit parfaitement la gravité à grande échelle pour des objets de la masse des planètes, des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies et de l'univers dans son ensemble. La mécanique quantique décrit parfaitement les phénomènes à très petite échelle, le comportement des particules subatomiques, des atomes, des molécules, des réactions chimiques et nucléaires. Chacune de ces théories est la plus précise et la mieux vérifiée de l'histoire de la physique dans son domaine, mais elles sont fondamentalement incompatibles. Lorsqu'on essaie de les combiner mathématiquement, on obtient des infinis et des absurdités. Et pourtant, l'univers lui-même n'a pas ce problème. La réalité est une. Il doit exister une théorie qui décrit à la fois le grand et le petit, à la fois la gravité et le monde quantique,
de façon cohérente et unifiée. Les principales candidates à cette théorie sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, entre autres approches. La théorie des cordes propose que les particules fondamentales ne sont pas des points géométriques dans l'espace, mais de minuscules cordes unidimensionnelles, dont les vibrations différentes correspondent aux différentes particules. La théorie des cordes prédit naturellement l'existence d'une particule médiatrice de la gravité, le graviton, et semble offrir un cadre mathématiquement consistant pour une théorie quantique de la gravité. Mais elle a des implications extraordinaires, notamment l'existence de dimensions spatiales supplémentaires, peut-être jusqu'à 7 dimensions spatiales en plus des 3 que nous percevons, enroulées à des échelles infinitésimalement petites, de l'ordre de la longueur de Planck, soit environ 10 puissance moins 35 mètres. La gravité quantique à boucle propose une approche différente. Elle suggère que l'espace-temps lui-même est discret à l'échelle de Planck, qu'il est composé de structures granulaires, de quanta d'espace-temps, plutôt que d'être un continuum lisse. Dans ce cadre, la singularité d'un trou noir serait remplacée par un rebond à très haute densité, où la matière, une fois comprimée à la densité de Planck, rebondirait vers l'extérieur. Certains physiciens proposent même que notre univers entier pourrait être né du rebond d'un trou noir dans un univers parent, une idée à la fois extraordinaire et difficile à tester expérimentalement. Nous voilà donc au cœur d'un réseau de questions profondes et de réponses partielles qui définissent la frontière la plus avancée de la compréhension humaine. Et pendant que vous laissez ces idées résonner doucement dans votre esprit, pendant que vous sentez le poids de vos membres s'alourdir agréablement dans la chaleur de votre lieu de repos, il est bon de réaliser que ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent simplement à être tenues, à être portées avec soin et curiosité, comme on porte une lanterne dans une nuit tranquille. Permettez-moi maintenant de vous guider vers un autre aspect fascinant de notre question centrale. Nous avons vu que la lumière est courbée par la gravité parce qu'elle suit les géodésiques d'un espace-temps courbé. Nous avons vu que dans les conditions extrêmes d'un trou noir, même la lumière ne peut pas s'échapper. Mais la lumière a encore bien d'autres interactions surprenantes avec la gravité. Des interactions que l'on peut observer dans des contextes bien moins extrêmes que les trous noirs. Revenons un instant au Soleil. Lorsque la lumière du Soleil voyage de sa source jusqu'à nos yeux, elle traverse l'espace relativement vide du système solaire. Mais même dans cet espace, la gravité du Soleil courbe légèrement les trajectoires des photons. Cela signifie que lorsque nous observons des étoiles proches du Soleil dans le ciel, leurs positions apparentes sont légèrement déplacées par rapport à leur position réelle. Eddington a mesuré ce déplacement lors de l'éclipse de 1919 et a trouvé une déviation angulaire d'environ 1,75 secondes d'arc, en accord remarquable avec la prédiction d'Einstein. La précision de Newton était insuffisante par un facteur de 2 pour prédire ce même résultat. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. La lumière perd de l'énergie lorsqu'elle remonte un puits gravitationnel. Pensez à une balle lancée vers le haut dans le champ gravitationnel terrestre. Elle ralentit au fur et à mesure qu'elle monte, convertissant son énergie cinétique en énergie potentielle. La lumière ne peut pas ralentir. Sa vitesse est absolument constante à 300 000 km par seconde dans le vide. Mais elle peut perdre de l'énergie d'une autre façon. Son énergie est proportionnelle à sa fréquence. Et les photons qui remontent un puits gravitationnel voient leur fréquence diminuer. Ils sont décalés vers le rouge, vers des longueurs d'onde plus longues et des fréquences plus basses. On appelle cela le décalage gravitationnel vers le rouge, ou redshift gravitationnel. Ce phénomène a été mesuré avec une précision extraordinaire dès 1959 par Robert Pound et Glenn Repka à Harvard, dans une expérience qui utilisait des photons gamma montant et descendant une tour de 22 mètres de hauteur dans le champ gravitationnel terrestre. Le décalage mesuré, de l'ordre de 2,5 fois 10 puissance moins 15 en valeur relative, s'accordait avec la prédiction d'Einstein à 5% près. Des mesures ultérieures ont confirmé cette prédiction à l'1% près, puis à des précisions encore plus grandes. Et la relativité générale passe ces tests avec une rigueur qui ne laisse aucun doute sur sa validité dans son domaine d'application. L'inverse est également vrai. La lumière qui tombe dans un puits gravitationnel gagne de l'énergie. Elle est décalée vers le bleu, vers des fréquences plus élevées. Les photons qui tombent vers nous depuis l'espace profond, après avoir navigué dans des régions d'espace-temps courbées par d'immenses amas de masse, arrivent légèrement plus énergétiques que si cet espace-temps avait été plat. Cette asymétrie entre la lumière qui monte et la lumière qui descend dans un champ gravitationnel
est une conséquence directe et nécessaire de la conservation de l'énergie dans la relativité générale. Il est fascinant de considérer que toute la lumière que nous voyons chaque jour a été affectée, à un degré ou à un autre, par la gravité au cours de son voyage. La lumière du soleil qui réchauffe nos visages a dû s'extirper du puissant champ gravitationnel solaire avant de traverser les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de l'étoile. Les photons que vous captez avec vos yeux en lisant ces mots sur un écran ont été émis par des sources artificielles sur Terre, mais chaque photon, à chaque instant, est influencé par la courbure de l'espace-temps créée par la masse de la Terre, du Soleil, de toutes les masses du système solaire et même des étoiles lointaines. Et cette lumière qui voyage jusqu'à nous depuis des galaxies à des milliards d'années-lumière, cette lumière que capture le télescope James Webb, a traversé des milliards d'années d'histoire cosmique. Elle a navigué à travers des régions où la distribution de la matière dans l'univers a courbé l'espace-temps de façon complexe. Elle a été étirée par l'expansion de l'univers lui-même, perdant de l'énergie à mesure que l'espace s'étendait autour d'elle. Elle a peut-être été légèrement déviée par des amas de matière noire, cette matière mystérieuse qui ne rayonne aucune lumière, mais qui représente environ 27% du contenu de l'univers. Elle arrive finalement à nos instruments, portant dans sa polarisation, dans sa distribution en énergie, dans ses infimes distorsions spatiales, une mine d'informations sur tout ce qu'elle a traversé pendant des éons. La matière noire mérite que nous nous y attardions, car elle est profondément liée à la question de la gravité. On ne la voit pas. On ne peut pas la détecter directement avec nos instruments actuels, et pourtant, son influence gravitationnelle est indéniable. Dans les années 1970, l'astronome américaine Vera Rubin a étudié la rotation des galaxies spirales. En mesurant la vitesse à laquelle les étoiles orbitent autour du centre de leur galaxie à différentes distances du centre, elle a découvert quelque chose qui ne cadrait pas du tout avec ce que l'on attendait. D'après la distribution visible de la matière, les étoiles éloignées du centre d'une galaxie devraient orbiter plus lentement, comme les planètes éloignées du Soleil orbitent plus lentement que les planètes proches. Mais ce n'est pas ce que Rubin a observé. Les étoiles à l'extérieur des galaxies orbitaient presque à la même vitesse que celles proches du centre. La seule explication cohérente est qu'il doit exister une grande quantité de masse supplémentaire dans et autour des galaxies, une masse qui n'émet pas de lumière et que nous ne pouvons pas voir directement, mais dont la gravité influence les orbites des étoiles visibles. Cette matière invisible est ce que nous appelons la matière noire. Les observations actuelles suggèrent qu'elle est environ 5 fois plus abondante que la matière ordinaire, la matière visible qui compose les étoiles, les planètes, le gaz et la poussière. La matière noire représente environ 27% du contenu total de l'univers, contre environ 5% pour la matière ordinaire. La nature de la matière noire reste l'un des grands mystères de la physique contemporaine. Les candidats les plus populaires sont des particules massives interagissant faiblement, les fameux WIMP pour Weakly Interacting Massive Particles, mais des décennies d'expériences de détection directe n'ont pas encore trouvé ces particules. Il existe également quelque chose d'encore plus mystérieux. Si la matière noire est mystérieuse parce qu'on ne la voit pas, l'énergie noire est encore plus déconcertante parce qu'on ne la comprend pas du tout. L'énergie noire représente environ 68% du contenu total de l'univers. Elle est donc de loin la composante dominante, et son effet est précisément contraire à la gravité. Au lieu d'attirer, elle repousse. Elle est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Oui, l'univers non seulement se dilate depuis le Big Bang, ni ce que nous savions depuis les travaux d'Edwin Hubble dans les années 1920. Mais cette expansion s'accélère. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite avec le temps, poussées par cette énergie noire mystérieuse. La découverte de cette accélération cosmique en 1998 par les équipes de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, qui leur a valu le prix Nobel de physique 2011, a été une totale surprise. On s'attendait à ce que la gravité ralentisse graduellement l'expansion de l'univers. Si la densité de matière était suffisante, l'expansion devait éventuellement s'inverser et le cosmos devait se contracter vers ce que certains appelaient le Big Crunch. Mais les observations de supernovae lointaines de type 1A, utilisées comme chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques, ont révélé que les galaxies lointaines sont plus loin que prévu, ce qui indique que l'expansion s'est accélérée dans le temps récent de l'univers. L'énergie noire est souvent identifiée à la constante cosmologique d'Einstein, un terme qu'il avait introduit dans ses équations en 1917 pour rendre son modèle d'univers statique, car il croyait alors que l'univers ne pouvait pas être en expansion ou en contraction.
Lorsque Hubble a découvert l'expansion de l'univers, Einstein a décrit cette constante comme la plus grande erreur de sa vie. L'ironie de l'histoire veut que cette constante soit revenue au premier plan 70 ans plus tard, non pas pour stabiliser un univers statique, mais pour expliquer son accélération. La constante cosmologique peut être interprétée comme une énergie inhérente du vide, une densité d'énergie uniforme qui imprègne tout l'espace et qui a l'effet d'une force répulsive à grande échelle. Mais il y a un problème gigantesque. Lorsque les physiciens quantiques essayent de calculer l'énergie du vide en utilisant les principes de la mécanique quantique, ils obtiennent une valeur qui est environ 120 ordres de grandeur plus grande que la valeur de la constante cosmologique observée. C'est le pire désaccord entre théorie et observation de toute l'histoire de la physique. Ce gouffre béant entre la valeur calculée et la valeur observée de l'énergie du vide est connu sous le nom de problème de la constante cosmologique, et il reste l'une des questions les plus fondamentales et les plus perturbantes de la physique théorique moderne. Prenez un instant pour absorber ce paradoxe. Et nous ne comprenons pas 68% de l'univers. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire qui constitue 27% supplémentaire. La matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer directement, tout ce dont sont faits les étoiles, les planètes, les nébuleuses, les trous noirs, les bactéries, les arbres, vous-même en ce moment, représente seulement 5% du contenu total de l'univers. L'obscurité, au sens le plus profond du terme, domine notre cosmos, et cette reconnaissance, loin d'être déprimante, est pour moi une source de profonde humilité et d'émerveillement. L'univers est infiniment plus riche, plus complexe, plus mystérieux que nos sens ordinaires ne peuvent le percevoir. Nous vivons dans l'infime pointe visible d'un immense iceberg cosmique. Revenons maintenant à la question de la lumière et de la gravité, mais sous un angle différent, celui de la cosmologie et de l'histoire de l'univers lui-même. L'une des preuves les plus directes et les plus éloquentes de la nature de notre cosmos est le fond diffus cosmologique, ce rayonnement de micro-ondes qui baigne uniformément l'univers entier. Imaginez remonter le temps, remonter très loin en arrière, bien avant la formation des premières étoiles, bien avant la formation des premières galaxies, jusqu'à une époque où l'univers n'avait que 380 000 ans d'âge. À cette époque reculée, l'univers était encore trop chaud pour que les atomes neutres se forment. La matière était dans un état de plasma, un mélange d'électrons libres et de noyaux atomiques. Ce plasma était opaque à la lumière. Les photons ne pouvaient pas voyager librement. Ils étaient constamment absorbés et réémis, pris dans un brouillard lumineux. Puis, lorsque l'univers s'est refroidi à environ 3000 Kelvin, quelque chose de crucial s'est produit. Les électrons et les noyaux se sont recombinés pour former des atomes neutres. L'univers est devenu soudainement transparent. Les photons, libérés de leurs interactions constantes avec le plasma, ont pu voyager librement dans toutes les directions. Et c'est cette lumière libérée il y a 13,4 milliards d'années que nous détectons aujourd'hui sous forme du fond diffus cosmologique. Elle a été étirée par l'expansion de l'univers depuis sa libération, passant du domaine de la lumière visible au domaine des micro-ondes, et elle nous arrive aujourd'hui à une température de seulement 2,7026 Kelvin, presque 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Arno Penzias et Robert Wilson ont découvert ce rayonnement en 1964 de façon accidentelle, en cherchant à identifier une source de bruit parasite dans leur antenne de Holmdel, au Bell Telephone Laboratories dans le New Jersey. Ils ont d'abord pensé que le bruit provenait des fientes de pigeons qui nichèrent dans leur antenne, et ils ont soigneusement nettoyé l'instrument. Le bruit était toujours là. Il venait de partout dans le ciel avec une uniformité remarquable. Ils ont finalement réalisé qu'ils avaient découvert quelque chose de fondamental, et ils ont reçu le prix Nobel de physique 1978 pour cette découverte. Le fond diffus cosmologique est une mine d'informations sur l'état de l'univers primitif. Ces infimes variations de température, de l'ordre de quelques parties par 100 000, révèlent les minuscules fluctuations de densité qui existaient dans l'univers primordial. Ces fluctuations sont les graines à partir desquelles toutes les structures cosmiques, galaxies, amas de galaxies, filaments de la toile cosmique, ont ensuite grandi par l'effet de la gravité. Les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière autour d'elles, devenant progressivement plus denses encore, dans un processus d'effondrement gravitationnel qui a duré des milliards d'années et qui a finalement produit toutes les structures que nous observons dans l'univers actuel. La toile cosmique est l'une des structures les plus magnifiques et les plus incompréhensibles par leur échelle
que l'univers nous offre à contempler. Regardée à grande échelle, la matière dans l'univers n'est pas distribuée de façon uniforme. Elle est organisée en un réseau tridimensionnel de filaments de gaz et de galaxies, de nœuds où ces filaments se croisent et se concentrent, et de vides immenses, les supervides, des régions de l'espace presque complètement dépourvues de matière visible, qui peuvent y s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. Cette structure ressemble à une éponge géante, à une toile d'araignée cosmique, ou encore à la structure des neurones d'un cerveau humain, une analogie souvent notée avec stupéfaction mais qui, au-delà de l'esthétique visuelle, et elle ne reflète pas nécessairement de similitudes fonctionnelles profondes. L'un des plus grands filaments connus est le Grand Mur du CFA, découvert en 1989, qui s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière. Le Sloan Great Wall, découvert en 2003, est encore plus grand, avec environ 1 milliard 300 millions d'années-lumière de longueur. Et plus récemment, en 2013, un groupe de chercheurs a annoncé la découverte du Hercule Corona Borealis Great Wall, une structure potentiellement longue de plusieurs milliards d'années-lumière, bien que sa nature de structure cohérente soit encore débattue. Ces superstructures sont les plus grands objets connus dans l'univers, et leur existence est directement liée à l'histoire de la gravité dans l'univers depuis le Big Bang. C'est la gravité qui a sculpté cette toile cosmique. Les légères perturbations dans la distribution de la matière après l'inflation cosmique, une période d'expansion exponentiellement rapide dans les premiers instants de l'univers, ont été amplifiées par la gravité pendant des milliards d'années. La matière s'est accumulée dans les régions les plus denses, drainant les régions moins denses, creusant les supervides et construisant les filaments et les nœuds. C'est un tableau de milliards d'années de sculpture gravitationnelle, un chef-d'œuvre cosmique dont nous faisons nous-mêmes partie. Notre Voie lactée fait partie du groupe local de galaxies, lui-même faisant partie du superamas de la Vierge, lui-même faisant partie du Laniakea, un superamas de galaxies identifié en 2014 par le cosmologiste R. Brent Tully et ses collaborateurs, s'étendant sur environ 528 millions d'années-lumière et contenant environ 100 000 galaxies, dont la Voie lactée. Laniakea. Ce nom, tiré d'un mot hawaïen signifiant horizon immesuré, est lui-même une ode à la beauté et à l'immensité de l'univers que nous habitons. Et en entendant ce mot, en le laissant résonner doucement dans votre esprit, permettez-vous de vous sentir à la fois infiniment petit dans cet horizon immesuré et profondément connecté à lui. Vous êtes sur une planète qui orbite une étoile dans une galaxie parmi 100 000 galaxies dans un superamas qui n'est lui-même qu'une minuscule partie de l'univers observable, lequel n'est peut-être lui-même qu'une minuscule partie d'un univers plus grand encore, ou d'un multivers dont nous ne pouvons que spéculer l'existence. Et pourtant, vous êtes là, conscient. Oh, capable de contempler tout cela, capable d'en être ému. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. L'inflation cosmique mérite qu'on lui consacre un moment. Cette théorie, proposée par le physicien Alan Guth en 1980, postule que l'univers a subi une phase d'expansion exponentiellement rapide, peut-être de facteur 10 puissance 60 ou davantage, dans un intervalle de temps extraordinairement bref après le Big Bang, entre environ 10 puissance moins 36 secondes et 10 puissance moins 32 secondes après le commencement. Pendant cette fraction d'instant incompréhensiblement petite, une région de l'univers plus petite qu'un proton a été étendue à la taille d'une bille, puis de la Terre, puis d'une galaxie, puis de l'univers observable actuel. L'inflation résout plusieurs problèmes cosmologiques majeurs. Elle explique pourquoi le fond diffus cosmologique est si homogène et si uniforme dans toutes les directions du ciel. Si différentes régions de l'univers n'avaient jamais été en contact causal les unes avec les autres depuis le Big Bang, comment se fait-il qu'elles aient toutes exactement la même température? L'inflation répond que ces régions étaient en contact avant l'inflation et ont ensuite été séparées par cette expansion explosive. Elle explique aussi pourquoi l'univers semble si plat géométriquement, avec une courbure spatiale extrêmement proche de zéro. L'inflation étire tellement toute courbure initiale que la courbure résiduelle est devenue imperceptible, de la même façon que la surface de la Terre semble plate à l'échelle humaine, bien qu'elle soit sphérique à grande échelle. L'inflation génère également les fluctuations quantiques, qui, amplifiées à des échelles cosmologiques, deviennent les graines de la structure cosmique. C'est une idée stupéfiante. Les galaxies, les étoiles, la Terre, la vie, vous-même, tout cela a pour origine ultime des fluctuations quantiques dans un champ d'inflatons,
amplifiée à l'échelle cosmique par une expansion exponentiellement rapide dans les premiers instants après le Big Bang. Le principe d'incertitude de Heisenberg, cette règle quantique qui dit qu'on ne peut pas connaître simultanément avec précision la position et la quantité de mouvement d'une particule, est inscrit dans les grandes structures de l'univers. L'imprévisibilité quantique, à la plus petite échelle possible, a déterminé la structure du cosmos à la plus grande échelle possible. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément émouvant sur la cohérence de l'univers, sur la façon dont l'infiniment petit et l'infiniment grand se répondent. Si l'inflation s'est réellement produite, elle devrait avoir laissé une signature dans le fond diffus cosmologique sous la forme d'un motif spécifique dans la polarisation de ce rayonnement, appelé mode B. La détection de ce signal serait une confirmation directe de l'inflation et fournirait des informations sur l'échelle d'énergie à laquelle elle s'est produite. La collaboration BICEP 2 a annoncé en 2014 avoir détecté ce signal, dans ce qui était présenté comme l'une des découvertes les plus importantes de la cosmologie moderne. Mais une analyse ultérieure a montré que le signal détecté pouvait être entièrement expliqué par la poussière interstellaire de notre propre galaxie. La question reste ouverte. Des missions futures, comme le satellite LeadBird de l'agence spatiale japonaise JAXA, prévu pour un lancement dans les prochaines années, sont spécifiquement conçues pour détecter ce signal avec une sensibilité suffisante pour séparer la signature de l'inflation de celle de la poussière galactique. La question de l'inflation est liée à une autre idée encore plus vertigineuse, celle du multivers. Certaines versions de la théorie de l'inflation prédisent ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Dans ce cadre, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Différentes régions de l'espace cessent d'être inflationnaires à des moments différents, créant chacune une bulle d'univers avec ses propres propriétés physiques. Notre univers observable serait l'une de ces bulles, et il y en aurait d'autres, potentiellement un nombre infini, chacune avec ses propres constantes physiques, ses propres lois de la nature, sa propre valeur de la constante cosmologique. Dans certains de ces univers bulles, les lois de la physique pourraient s'être si différentes des nôtres que des étoiles, des planètes, et la vie serait impossible. Dans d'autres, des structures encore plus complexes et surprenantes que celles de notre univers pourraient exister. L'idée du multivers est fascinante, mais elle pose un défi fondamental à la notion même de science. Si les autres univers bulles du multivers inflationnaire sont causalement déconnectés d'une autre, si aucun signal ne peut passer de l'un à l'autre, alors comment pourrions-nous jamais les détecter? Comment pourrions-nous jamais tester expérimentalement cette hypothèse? Sans possibilité de test expérimental, une idée est-elle vraiment scientifique au sens strict du terme? Ce débat philosophique sur les limites de la méthode scientifique et sur ce qui constitue une explication scientifique légitime est l'un des plus vivants et des plus animés de la physique théorique contemporaine. Et je trouve ce débat magnifique, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel sur l'entreprise humaine de la connaissance, sur ses ambitions et ses limites honnêtement reconnues. Revenons à la lumière une dernière fois, mais maintenant avec une perspective beaucoup plus personnelle. Cette conversation sur la gravité et la lumière que nous avons eue ce soir, elle n'est pas abstraite. Elle vous concerne directement, profondément, intimement. Commençons par l'évidence la plus grande. Le Soleil est l'étoile qui rend possible votre existence. La lumière du Soleil qui atteint la Terre a fallu environ 8 minutes et 20 secondes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent notre planète de son étoile, voyageant à 300 000 km par seconde, légèrement courbée dans sa trajectoire par la gravité du Soleil au moment de son émission, légèrement décalée vers le rouge par son ascension hors du puits gravitationnel solaire. Cette lumière, filtrée et réchauffée par notre atmosphère, a permis à la photosynthèse de transformer le dioxyde de carbone en oxygène et en matière organique pendant des milliards d'années, construisant la biosphère qui vous a finalement produit. Mais la connexion va encore plus loin. Tous les atomes de votre corps, à l'exception de l'hydrogène, ont été fabriqués dans des étoiles. Le carbone dans vos cellules, l'oxygène dans vos poumons, le calcium dans vos os, le fer dans votre hémoglobine, tout cela a été forgé dans les creusets nucléaires d'étoiles mortes depuis longtemps, puis dispersés dans l'espace lors de leurs explosions en supernovae. Ces atomes ont voyagé dans l'espace pendant des millions d'années, se sont mélangés avec d'autres nuages de gaz et de poussière, ont participé à la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années, ont été incorporés dans la Terre, ont traversé des cycles géochimiques et biologiques pendant des milliards d'années et se sont finalement assemblés pour former votre corps précisément ainsi constitué. Comme l'a dit si éloquemment l'astrophysicien Carl Sagan,
Nous sommes de la poussière d'étoiles. Nous sommes une façon que l'univers a de se connaître lui-même. Et cette lumière qui a voyagé depuis des étoiles, courbée par la gravité, redécalée par l'expansion de l'univers, cette lumière qui atteignait les yeux de vos ancêtres lointains sur les savanes africaines, il y a des centaines de milliers d'années, cette même lumière stellaire a guidé les navigateurs polynésiens à travers le Pacifique, a inspiré les philosophes grecs à conceptualiser le cosmos, a été mesurée par Galilée, théorisée par Newton, révolutionnée par Einstein. Cette lumière est le fil conducteur de toute l'aventure humaine de la connaissance. La vitesse de la lumière est peut-être la constante la plus fondamentale de la nature. 300 000 km par seconde, ou plus précisément 299 792 km et 458 mètres par seconde dans le vide. C'est une vitesse définie avec une précision absolue dans le système international d'unités depuis 1983, où le mètre est maintenant défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un intervalle de temps de 1 sur 299 792,458 millionièmes de seconde. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une propriété de la lumière, c'est une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. C'est la vitesse maximale à laquelle toute information, toute influence causale peut se propager dans l'univers. Donc cette limitation universelle à la vitesse de la lumière a des implications profondes pour notre relation avec le cosmos. Lorsque nous regardons les étoiles, nous regardons le passé. La lumière des étoiles les plus proches de nous, dans le voisinage immédiat du Soleil, a mis quelques années à arriver. La lumière de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, a mis 4,24 années pour parcourir la distance de 4,24 années-lumière qui nous sépare d'elle. La lumière du centre de notre galaxie a mis 26 000 ans pour arriver jusqu'à nous. La lumière des galaxies les plus proches, comme la galaxie d'Andromède, a mis 2,5 millions d'années à voyager jusqu'à nos yeux. Et lorsque nous regardons avec les télescopes les plus puissants, le télescope James Webb par exemple, vers les galaxies les plus lointaines de l'univers observable, nous voyons ces galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Nous regardons l'enfance de l'univers. Nous observons les premières étoiles et les premières galaxies dans leur jeunesse. L'astronomie est une machine à remonter le temps, à la seule condition que nous acceptions de rester à notre place dans l'espace et d'attendre que la lumière vienne à nous. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette relation avec la lumière et le temps. Les photons qui touchent vos yeux en ce moment, si vous regardez un écran, ont été émis il y a quelques nanosecondes. Mais les photons qui viendront à vos yeux si vous levez les yeux vers un ciel étoilé demain soir auront voyagé pendant des années, des millénaires, des millions d'années. Chaque étoile visible à l'œil nu, chaque point lumineux dans le ciel nocturne est une fenêtre temporelle différente, un message envoyé depuis un passé différent, arrivant tous à votre œil simultanément dans votre présent subjectif. Le ciel nocturne est un palimpseste temporel, une superposition de passés à différentes distances, et certaines de ces étoiles que vous voyez briller dans le ciel n'existent peut-être plus. La lumière que vous voyez a quitté une étoile qui a peut-être explosé en supernova depuis des milliers d'années et dont l'onde de lumière de la mort n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Vous observez le fantôme lumineux d'une étoile disparue. Il y a dans cette idée une mélancolie et une beauté entremêlées qui me semblent profondément humaines, profondément connectées à notre propre rapport au temps et à la finitude. La finitude. Voilà un mot que nous hésitons parfois à accueillir trop directement. Et pourtant, dans le contexte cosmique, la finitude prend une dimension différente. Tout dans l'univers a une durée. Les protons eux-mêmes, selon certaines théories, pourraient se désintégrer sur des échelles de temps de l'ordre de 10 puissance 34 ans. Les étoiles naissent, brillent pendant des millions ou des milliards d'années, puis s'éteignent. Les galaxies fusionnent, se transforment, évoluent sur des milliards d'années. L'univers lui-même a un commencement, il y a 13,8 milliards d'années, et il aura peut-être une fin, dans un futur lointain dont la nature dépend des propriétés exactes de l'énergie noire. Les scénarios pour la fin de l'univers sont multiples, et tous également saisissants. Si l'énergie noire est constante, l'univers continuera à s'accélérer dans son expansion. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres de plus en plus vite, jusqu'à ce que, dans environ 100 milliards d'années, nos descendants hypothétiques ne puissent plus voir que les galaxies du groupe local dans un ciel autrement noir. Toutes les autres galaxies se seront éloignées au-delà de l'horizon observable de l'univers. Puis les étoiles mourront une à une.
Les dernières étoiles à s'éteindre seront les naines rouges, ces petites étoiles économes qui brûlent leur hydrogène si lentement qu'elles peuvent vivre des milliers de milliards d'années. Dans 100 000 milliards d'années, les dernières étoiles auront cessé de briller. L'univers entrera dans son âge dégénéré, peuplé uniquement de naines blanches, d'étoiles à neutrons et de trous noirs, dans un froid et une obscurité quasi totaux. Puis, sur des échelles de temps encore plus longues, les naines blanches d'Urmbia se refroidiront en naines noires, des cadavres stellaires mille à froid et obscurs. Les trous noirs s'évaporeront lentement par rayonnement de Hawking. Dans environ 10 puissance 100 ans, même les plus grands trous noirs supermassifs auront fini de s'évaporer. Et il ne restera rien, ou presque rien. Peut-être quelques particules éparses, errant dans un espace-temps qui continue à s'étendre vers l'infini. C'est ce que certains cosmologistes appellent la mort thermique de l'univers, son état de maximum d'entropie, où plus aucun travail utile ne peut être extrait d'aucun système. Si l'énergie noire augmente avec le temps, comme le prédit certaines théories alternatives, le scénario est encore plus dramatique. L'expansion de l'univers pourrait s'accélérer à tel point que non seulement les galaxies, mais ensuite les systèmes stellaires, puis les planètes, puis les atomes eux-mêmes seraient littéralement déchirés par l'expansion de l'espace. Ce scénario porte le nom évocateur de Big Rip, le grand déchirement. Dans ce cas, la fin de l'univers arriverait brutalement plutôt que progressivement, dans une déchirure de tout ce qui est, ou peut-être que l'univers est cyclique. Certaines théories, notamment dans le cadre de la gravité quantique à boucle, proposent que notre Big Bang n'était pas le commencement absolu de tout, mais plutôt le rebond d'un univers contractant précédent. Dans ce cadre, l'univers passe alternativement par des phases d'expansion et de contraction, dans un cycle éternel où chaque Big Bang est le Big Crunch d'un cycle précédent, transformé en un nouveau commencement. L'idée des cosmologies cycliques, proposée notamment par Roger Penrose sous le nom de cosmologie conforme cyclique, ou par Paul Steinhardt et Neil Turok dans le cadre du modèle équipyrotique, est encore spéculative, mais elle offre une alternative intrigante au modèle standard. Face à ces scénarios cosmiques de grandeur vertigineuse, face à ces chiffres qui dépassent toute intuition humaine, face à ces distances et ces durées qui font pâlir toute expérience quotidienne, une question se pose avec une acuité particulière. Quelle est la signification de tout cela pour un être humain? Pour vous, en ce moment précis, dans votre lit ou dans votre fauteuil, vous préparant au sommeil? Je veux vous proposer une réponse qui n'est pas celle de la désolation, mais de l'émerveillement, et même de la gratitude. Le philosophe et physicien Richard Feynman a un jour décrit sa façon d'apprécier une fleur. Son ami artiste lui reprochait que les scientifiques réduisent la beauté des choses en les analysant. Feynman a répondu que pour lui, la connaissance scientifique ne diminue pas la beauté d'une fleur, elle l'augmente. Savoir que la couleur d'une fleur résulte de l'évolution qui a favorisé les pigments, capables d'attirer les pollinisateurs spécifiques, savoir que cette couleur est produite par des molécules qui absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière visible et en réfléchissent d'autres, savoir que cette lumière est perçue par les yeux à travers un processus neurochimique d'une complexité prodigieuse, tout cela n'enlève rien à la beauté immédiate et sensible de la fleur. Au contraire, cela ajoute des couches de signification et d'émerveillement. Il en est de même pour le cosmos. Savoir que vous êtes fait de poussière d'étoiles n'enlève rien à votre humanité. Savoir que la gravité est la courbure de l'espace-temps n'enlève rien à la beauté des étoiles dans le ciel. Savoir que les trous noirs existent, que la lumière peut être piégée, que l'univers s'accélère dans son expansion, que 95% du cosmos nous échappe encore à la compréhension directe. Tout cela n'est pas une raison de désespoir. C'est une invitation permanente à la curiosité, à l'humilité et à un émerveillement qui ne s'épuise jamais. La science, à son meilleur, est une pratique de l'émerveillement rigoureux. Elle ne cherche pas à désenchanter le monde. Elle cherche à révéler des enchantements que les yeux non formés ne peuvent pas encore voir. Elle propose un cosmos qui, lorsqu'on le contemple honnêtement, est infiniment plus beau, plus étrange, plus profond que les cosmogonies plus simples que l'humanité a imaginées avant de développer les outils de la physique et de l'astronomie moderne. Le vrai cosmos est plus incroyable que n'importe quelle fiction que nous aurions pu inventer. Laissez-moi vous proposer une pensée finale sur notre question de départ, sur la gravité et la lumière. Nous avons vu que la lumière n'est pas immune à la gravité. Elle suit les courbures de l'espace-temps, comme tout le reste. Dans la plupart des circonstances cosmiques, cette courbure est légère,
et la lumière voyage en apparence en ligne droite sur de vastes distances. Dans les conditions extrêmes des trous noirs, la courbure est si intense que même la lumière est piégée. Mais entre ces deux extrêmes, il y a une infinie variété de situations intermédiaires, chacune révélatrice de la nature profonde de l'univers. La lumière, dans sa relation à la gravité, nous raconte l'histoire de l'espace-temps. Elle est notre messager le plus fiable depuis les confins du cosmos. Elle nous porte des images de galaxies formées il y a 13 milliards d'années, des signatures spectrales d'atomes présents au début de l'univers, des preuves de la courbure de l'espace-temps autour des objets les plus massifs. Sans la lumière, et sans notre compréhension de sa relation avec la gravité, nous serions aveugles au cosmos. Et nous ne saurions rien de ce que nous venons d'explorer ensemble. Et maintenant, laissez ces idées s'installer doucement, comme la lumière des étoiles s'installe sur une surface calme d'eau pendant une nuit sereine. Il n'est pas nécessaire de tout retenir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Ces idées ont été semées dans votre esprit, et elles continueront à germer et à croître dans vos rêves, dans vos pensées de demain, dans les moments de contemplation à venir. La compréhension n'est pas un événement instantané, c'est un processus lent, organique, comme la croissance d'un arbre ou la formation d'une étoile. Pouvons-nous explorer encore un peu plus avant de glisser vers le repos? Il y a tant à dire sur ces frontières entre la lumière et l'obscurité, entre la vitesse et l'immobilité, entre ce que nous comprenons et ce qui nous attend encore. Permettez-moi de vous emmener dans un territoire encore moins exploré, celui des ondulations mêmes de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles sont la dernière grande découverte expérimentale de la physique fondamentale. Lorsque deux objets massifs accélèrent, l'un par rapport à l'autre, ils créent des perturbations dans la courbure de l'espace-temps qui se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, comme des rides à la surface d'un étang. Ces ondes compriment et étirent l'espace dans des directions perpendiculaires à leur propagation. Lorsqu'une onde gravitationnelle passe à travers vous en ce moment, et il en passe probablement de faibles en permanence depuis toutes les sources binaires compactes de la galaxie, votre corps est légèrement comprimé dans une direction et étiré dans l'autre. Mais l'amplitude de ces distorsions est si infime qu'elle est complètement imperceptible, de l'ordre de 1 sur 10 puissance 20 et 1 fois la dimension de l'objet. Les détecteurs LIGO mesurent des distorsions d'une infime fraction du diamètre d'un proton sur une longueur de bras de 4 km. C'est l'une des mesures les plus précises jamais effectuées dans l'histoire de la physique. Et depuis la première détection de GW 150914 en septembre 2015, la collaboration LIGO-CaGRA a détecté des dizaines d'événements supplémentaires, incluant des fusions de paires de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons et peut-être même des fusions entre un trou noir et une étoile à neutrons. Chaque événement est une fenêtre unique sur des phénomènes astrophysiques extrêmes, une façon de voir des choses que nous ne pouvions absolument pas observer autrement, puisque ces événements n'émettent pas nécessairement de lumière visible. La fusion de deux étoiles à neutrons, en particulier, est une source de richesse extraordinaire pour l'astronomie. L'événement GW 170817, détecté le 17 août 2017, a été accompagné d'une contrepartie électromagnétique détectée dans presque toutes les longueurs d'onde du spectre, depuis les rayons gamma jusqu'à la radio, observée par des dizaines d'observatoires simultanément. Cette observation multimessager a inauguré une nouvelle ère de l'astronomie. Elle a également fourni la confirmation directe que les fusions d'étoiles à neutrons sont des sites de nucléosynthèse. La fabrication d'éléments lourds comme l'or, le platine et les éléments des terres rares, par ce qu'on appelle le processus R, la capture rapide de neutrons. Lors de votre alliance, si vous en portez une, a probablement été forgée dans la collision de deux étoiles à neutrons il y a des milliards d'années, avant d'être dispersée dans l'espace, incorporée dans un nuage de formation d'étoiles, puis dans la Terre, puis extrait et façonné par des mains humaines. La violence cosmique des collisions d'étoiles à neutrons est inscrite dans les bijoux que nous portons. Pensez à cette chaîne de causalité vertigineuse, une collision cataclysmique entre deux cadavres stellaires à des milliards d'années-lumière de distance, produisant des ondes gravitationnelles qui ont traversé tout cet espace pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos détecteurs, et en même temps produisant des éléments lourds dont certains ont finalement atterri dans votre planète et dans votre corps. L'univers est un réseau de connexions inattendues, une tapisserie tissée de fils qui relie le plus distant et le plus ancien au plus proche et au plus présent. La mécanique quantique
que nous avons évoquée plusieurs fois ce soir, mérite-t-elle aussi une exploration plus directe, car elle est fondamentalement liée à notre question sur la lumière et la gravité. La mécanique quantique est la théorie physique qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie aux plus petites échelles. Et ses implications sont si contre-intuitives, voire si profondément en désaccord avec notre expérience quotidienne du monde, qu'elle a déconcerté ses propres créateurs. Richard Feynman lui-même a dit que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique, et par là il voulait dire que personne ne peut la réconcilier intuitivement avec ses propres expériences de la réalité macroscopique. L'une des idées les plus fondamentales de la mécanique quantique est la dualité onde-corpuscule. Les particules subatomiques, les électrons, les photons, les protons, se comportent à la fois comme des particules ponctuelles et comme des ondes. Ce n'est pas que certaines expériences montrent le comportement particulier et d'autres le comportement ondulatoire selon un tableau prévisible. C'est que le même objet peut simultanément exhiber les deux comportements. Et que c'est l'acte même de la mesure qui détermine sous quel aspect il apparaît. Avant la mesure, la particule n'est pas dans un état défini. Elle est dans une superposition de tous les états possibles, décrit mathématiquement par une fonction d'onde qui donne la probabilité de trouver la particule dans chaque état possible si on la mesure. C'est la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger qui illustre cela le plus dramatiquement. Erwin Schrödinger, l'un des pères de la mécanique quantique, a proposé en 1935 une expérience de pensée dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte avec un mécanisme quantique, comme la désintégration possible d'un noyau radioactif qui peut ou non déclencher la libération d'un poison. Selon les règles de la mécanique quantique, avant d'ouvrir la boîte, le noyau est dans une superposition d'états désintégrés et non désintégrés, et donc le chat lui-même devrait être dans une superposition d'états vivants et morts, ce qui est absurde dans notre expérience macroscopique. L'expérience de Schrödinger n'était pas une proposition sérieuse sur les chats. C'était une réduction à l'absurde pour montrer que quelque chose manquait dans l'interprétation standard de la mécanique quantique. Le problème de la mesure en mécanique quantique, la question de ce qui cause l'effondrement de la fonction d'onde d'une superposition d'états vers un état défini, reste l'une des questions philosophiques les plus profondes et les plus débattues de la physique moderne. Les différentes interprétations, de Copenhague à la théorie des mondes multiples d'Everett, en passant par les théories à variables cachées et les approches relationnelles, reflètent des visions profondément différentes de la nature de la réalité elle-même. Et aucune de ces interprétations n'est encore clairement confirmée par l'expérience par rapport aux autres, bien que toutes prédisent les mêmes résultats expérimentaux. La lumière, dans le contexte de la mécanique quantique, est à la fois onde et corpuscule. Elle se propage comme une onde électromagnétique, avec une longueur d'onde et une fréquence. Mais elle interagit avec la matière sous forme de quantas discrets, les photons. Chaque photon transporte une énergie précise, égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de la lumière. Les photons de lumière bleue sont plus énergétiques que les photons de lumière rouge. Les photons gamma sont les plus énergétiques du spectre électromagnétique, tandis que les photons d'ondes radio sont les moins énergétiques. C'est Albert Einstein, encore lui, qui a le premier formulé clairement l'idée que la lumière est constituée de quanta, de grains d'énergie discrets. Non pas dans sa théorie de la relativité, mais dans un article de 1905 sur l'effet photoélectrique, ce phénomène où la lumière frappant un métal peut en éjecter des électrons. Einstein a montré que pour expliquer cet effet, il fallait considérer la lumière comme composée de paquets d'énergie discrets, plutôt que comme une onde continue. C'est pour cet article sur l'effet photoélectrique, et non pour la relativité, qu'Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921. La relativité était encore considérée comme trop spéculative pour le Nobel à cette époque, une décision que l'histoire a rendue légèrement comique avec le recul. L'interaction entre la lumière et la matière, médiée par les photons, est décrite par la théorie quantique des champs, plus spécifiquement par l'électrodynamique quantique, la QED. Cette théorie, développée principalement par Richard Feynman, Julian Schwinger et Shinichiro Tomonaga, qui ont reçu conjointement le prix Nobel de physique 1965, est la théorie physique la plus précisément testée de toute l'histoire de la science. Elle prédit le moment magnétique de l'électron, une grandeur mesurable expérimentalement, avec une précision de plus de 10 décimales significatives, ce qui équivaut à mesurer la distance entre Paris et New York avec une précision inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Cette précision extraordinaire est l'une des plus grandes réussites intellectuelles de l'espèce humaine. La QED décrit comment les photons sont émis et absorbés par des particules chargées comme les électrons.
chaque interaction électromagnétique, que ce soit la réflexion de la lumière sur un miroir, l'absorption d'un photon par un atome qui l'excite vers un niveau d'énergie supérieur, l'émission d'un photon par un atome qui revient à son état fondamental, la vision elle-même qui commence par l'absorption d'un photon par une molécule de rétinal dans votre œil, toutes ces interactions sont décrites avec une précision parfaite par la QED. La beauté visuelle du monde autour de vous, les couleurs que vous percevez, la lumière que vous voyez, est ultimement décrite par les règles de l'électrodynamique quantique. La vision est peut-être l'exemple le plus intime de l'interaction entre la lumière et la matière. Votre œil est un organe extraordinairement sensible. Dans des conditions de faible luminosité, la rétine peut détecter un seul photon. Un photon, la plus petite quantité possible de lumière, peut déclencher un signal nerveux dans votre cerveau. Votre œil est un détecteur quantique. Les molécules de rétinal dans les bâtonnets de votre rétine changent de conformation moléculaire lorsqu'elles absorbent un photon, ce qui déclenche une cascade de réactions biochimiques qui aboutit à un signal électrique envoyé au cerveau par le nerf optique. Ce processus est si sensible et si efficace qu'il approche les limites fondamentales imposées par la nature quantique de la lumière. Et c'est cette lumière, ces photons qui ont voyagé depuis les étoiles, courbés par la gravité et tirés par l'expansion cosmique, qui frappèrent les yeux de nos ancêtres sur les savanes préhistoriques et les inspiraient à lever les yeux vers le ciel, à se poser des questions, à commencer l'aventure de la cosmologie. L'astronomie est peut-être la plus ancienne des sciences, née du moment où le premier humain conscient a levé les yeux vers le ciel nocturne et a commencé à chercher un sens dans le mouvement des étoiles. Des dizaines de milliers d'années plus tard, après tout ce chemin, après Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler, Newton, Herschel, Hubble, Einstein, Hawking, et des milliers d'autres qui ont contribué à construire cette compréhension sublime, nous sommes là, vous et moi, à contempler les mêmes étoiles avec des outils conceptuels d'une puissance infiniment plus grande. Et pourtant, l'émerveillement est le même, l'interrogation est la même, la beauté est la même. Il y a une continuité profonde dans cette quête humaine de compréhension qui traverse les millénaires. Les astronomes babyloniens qui traçaient les mouvements des planètes sur des tablettes d'argile, les astronomes arabes médiévaux qui préservaient et amplifiaient le savoir grec pendant les siècles obscurs de l'Europe, les astronomes de la Renaissance qui ont risqué leur liberté et parfois leur vie pour défendre une vision héliocentrique du cosmos, les physiciens du XXe siècle qui ont développé des théories d'une abstraction mathématique vertigineuse, et vous, ce soir, écoutant cette voix qui vous parle de photons et d'horizons d'événements, vous faites tous partie de la même conversation que l'humanité a avec l'univers depuis ses débuts. Cette conversation n'a pas de fin prévisible. Chaque réponse génère de nouvelles questions. Chaque découverte révèle de nouveaux horizons d'ignorance. Et c'est magnifique. La science n'est pas un corpus fixe de vérités établies. C'est un processus vivant, dynamique, autocorrecteur, qui grandit et se transforme avec chaque génération de chercheurs. Les théories que nous tenons pour vraies aujourd'hui seront probablement complétées, nuancées, ou dans certains cas remplacées par de meilleures théories dans les décennies et les siècles à venir. Comme Newton a été complété et nuancé par Einstein, et comme Einstein sera probablement complété par la future théorie de la gravité quantique. Et il y a une belle humilité dans cette reconnaissance. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Nous sommes quelque part au milieu, avec des outils remarquables, mais forcément limités, regardant un univers infiniment plus grand et plus complexe que tout ce que nous pouvons pleinement appréhender. Et cette humble position au milieu du chemin est, d'une certaine façon, la position la plus honnête et la plus digne que nous puissions occuper. Être conscient de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas encore est le commencement de toute vraie sagesse. Avant de vous laisser glisser doucement vers le sommeil, il y a encore un aspect de notre sujet que je voudrais partager avec vous, quelque chose qui me semble particulièrement adapté à ce moment de transition entre l'éveil et le repos. C'est la question de ce que la lumière représente symboliquement dans toutes les cultures humaines, et ce que la gravité, dans son sens le plus profond, représente pour notre existence. La lumière est universellement associée à la connaissance, à la vérité, à la vie, à l'espoir. Dans pratiquement toutes les traditions culturelles et religieuses de l'humanité, la lumière joue un rôle central comme métaphore de l'illumination, de la compréhension, du divin. Et il est fascinant que la physique moderne ait montré que cette métaphore est plus littéralement vraie qu'on ne le pensait. La lumière est effectivement informatrice. Elle nous porte des informations sur tout ce qu'elle a traversé,
sur les atomes et les molécules qui l'ont émise, sur l'espace-temps qu'elle a parcouru. La lumière est le vecteur par excellence de la connaissance cosmique. La gravité, elle, est souvent perçue comme une contrainte, une force qui nous attire vers le bas, qui s'oppose à notre élan. Mais dans la physique profonde, la gravité était bien autre chose. Elle est le tissu même de l'espace-temps. Elle est ce qui donne sa forme et sa structure à l'univers. Sans gravité, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes, pas de système solaire, pas de galaxies, pas de grandes structures cosmiques. Sans gravité, les atomes forgés dans le Big Bang se seraient dispersés uniformément dans l'espace et seraient restés un gaz dilué et homogène pour l'éternité. C'est la gravité qui a rassemblé la matière, qui a allumé les premières étoiles, qui a créé les conditions pour la formation des éléments lourds, qui a sculpté les planètes, qui a rendu possible l'émergence de la vie et de la conscience. La gravité n'est pas seulement une force d'attraction, c'est le principe organisateur de l'univers. C'est ce qui transforme le chaos primordial en structure, en complexité, en beauté. Et dans cette lumière nouvelle, la tension entre la lumière et la gravité que nous avons explorée ce soir prend une dimension symbolique supplémentaire. La lumière s'échappe, elle voyage, elle rayonne dans toutes les directions, elle diffuse l'information à travers le cosmos. La gravité retient, elle assemble, elle organise, elle maintient les structures ensemble. Et ensemble, ces deux principes, l'expansion et la cohésion, le rayonnement et la gravitation, créent la richesse et la diversité de l'univers que nous habitons. Ce dialogue entre la lumière et la gravité est peut-être une métaphore de quelque chose de plus profond dans la nature de la réalité, une tension créatrice entre l'ouverture et la cohésion, entre le voyage et l'ancrage, entre la connaissance et le mystère. Et c'est peut-être aussi une métaphore de quelque chose dans l'expérience humaine. Nous aussi, nous avons besoin à la fois de lumière et de gravité, à la fois d'exploration et d'enracinement, à la fois de curiosité et de repos. Et le repos, justement, est ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Non pas parce que le voyage est terminé, non pas parce que toutes les questions ont reçu leur réponse, mais parce que le corps et l'esprit ont besoin de ce temps de repli, de silence, d'intégration. Le sommeil n'est pas une interruption de la vie consciente. Il est une partie essentielle de cette vie. Pendant que vous dormez, votre cerveau consolide les apprentissages de la journée, nettoie les déchets métaboliques accumulés, réorganise les connexions neuronales, prépare l'esprit pour le lendemain. Le sommeil est l'envers du jour, son complément nécessaire, son côté obscur et mystérieux. Tout comme l'univers a besoin à la fois de la lumière des étoiles et de l'obscurité des trous noirs, à la fois de l'expansion de l'énergie noire et de la cohésion gravitationnelle, à la fois des photons voyageurs et des horizons d'événements immobiles. Vous avez besoin à la fois de la curiosité éveillée du jour et du silence réparateur de la nuit. Vous êtes, à votre échelle humaine, une expression de ces mêmes tensions et équilibres qui structurent le cosmos. Alors, laissez votre corps s'alourdir doucement et laissez vos pensées se faire moins précises ou plus fluides, moins soucieuses de maintenir leur forme définie. Laissez l'image d'un ciel étoilé s'installer dans votre esprit, ce ciel où chaque point de lumière est une fenêtre sur un passé différent, où chaque rayon de lumière a voyagé des années ou des siècles pour toucher vos yeux, où la courbure de l'espace-temps tissait son tissu invisible entre toutes ces étoiles. Vous pouvez vous imaginer flottant dans cet espace entre les étoiles, léger et sans poids, dans un silence absolu, entouré de cette lumière ancienne voyageant depuis l'aube du cosmos. Dans cette image, il n'y a pas de stress, pas d'urgence. Il n'y a que l'immensité calme de l'univers et votre place tranquille en son sein. Vous faites partie de cette même réalité physique que nous avons explorée ensemble ce soir. Les atomes de votre corps obéissent aux mêmes lois que les étoiles. La lumière qui vous réchauffe et vous nourrit est soumise aux mêmes équations que la lumière courbée autour des trous noirs. La gravité qui vous maintient doucement dans votre lit est la même force, décrite par les mêmes équations de la relativité générale, qui maintient les planètes en orbite et sculpte les grandes structures de l'univers. Vous n'êtes pas séparé du cosmos, vous êtes une manifestation du cosmos. Et en ce moment, cette manifestation se prépare à goûter à ce que le cosmos lui offre de plus doux et de plus nécessaire, quelques heures de repos dans l'obscurité tranquille de la nuit. Les questions que nous avons explorées ensemble ce soir, la nature de la gravité, le comportement de la lumière, les trous noirs, l'expansion de l'univers, Vostok, le fond diffus cosmologique, la matière noire, l'énergie noire, les ondes gravitationnelles, la mécanique quantique et ses mystères, toutes ces questions continueront à exister demain.
Les chercheurs qui travaillent sur ces frontières continueront leur travail. Les télescopes continueront à observer. Les détecteurs continueront à écouter les vibrations de l'espace-temps. Les théoriciens continueront à construire et à tester de nouvelles idées. La science est un projet collectif et multigénérationnel qui n'a pas besoin de vous ce soir pour continuer. Vous pouvez vous accorder cette pause. Et peut-être que demain, ou la semaine prochaine, ou dans un an, vous lirez quelque chose sur la physique des trous noirs ou sur les ondes gravitationnelles, et vous ressentirez cette reconnaissance chaleureuse, ce sentiment familier d'avoir déjà rencontré ces idées dans un moment de douce contemplation. Ce que vous avez appris ce soir ne disparaîtra pas avec le sommeil. Il fera partie de vous d'une façon légère et durable, comme la lumière des étoiles que vous ne voyez pas le jour mais qui est toujours là, présente, traversant le ciel même dans la lumière écrasante du soleil. Il est temps maintenant. Il est temps de laisser les questions se dissoudre doucement dans la douceur du sommeil. Il est temps de laisser l'esprit s'ouvrir à cet autre pays qu'est le rêve, où peut-être vous voyagerez entre les étoiles, ou peut-être vous verrez la courbure de l'espace-temps comme une danse lumineuse, ou peut-être vous sentirez, l'espace d'un instant de rêve, ce que ce serait que de flotter librement dans l'espace entre les galaxies, entouré de la lumière de 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie visible. Ces rêves sont les vôtres. Ils sont la façon dont votre esprit digère et transforme en quelque chose de vivant et de personnel tout ce qu'il a reçu. La gravité attire tout. Elle courbe l'espace-temps et guide les trajectoires de toutes choses, des planètes aux photons. Et dans les conditions les plus extrêmes de l'univers, elle peut même piéger la lumière derrière un horizon d'événements. Mais la lumière, par sa nature, par sa vitesse absolue et sa légèreté fondamentale, trouve toujours un moyen de voyager loin, de traverser les espaces les plus vastes, de porter des messages depuis les confins du cosmos jusqu'à nos yeux et nos cœurs. Et ce soir, cette lumière qui voyage depuis des milliards d'années vous a, d'une certaine façon, rejoint ici, dans ce moment de repos et de contemplation. Laissez vos yeux se fermer, laissez votre respiration ralentir, laissez votre corps devenir aussi léger que la lumière des étoiles, traversant l'espace sans effort, sans résistance, dans la plus parfaite liberté de mouvement que la physique permet. Vous avez bien voyagé ce soir, vous méritez ce repos. L'univers continuera son voyage infini pendant que vous dormez, et il vous attendra au matin, aussi vaste, aussi mystérieux, aussi beau qu'il l'a toujours été. Bonne nuit.